Merci beaucoup, Atik Saha. Professeur Laraba, c'est la cerise sur le gâteau. Monsieur pédiatrie plutôt. 25 minutes, professeur. Je voudrais remercier d'abord, encore une fois, les organisateurs de me faire confiance et de m'inviter. Ça fait plusieurs fois maintenant. C'est avec plaisir que j'ai toujours répondu et que je continuerai à répondre. On m'a demandé de faire les troubles fonctionnels digestifs du nourrisson. C'est un cours qui est assez long. Je vais essayer de tenir, compte tenu de ce que j'ai demandé aux autres, je serais mal foutu de ne pas respecter ce que j'ai demandé aux autres. Je pense que les troubles fonctionnels digestifs sont un prix que nous payons au développement digestif. Nous connaissons le développement psychomoteur. Je pense qu'il y a un développement aussi digestif. Et les problèmes que nous allons rencontrer, dont ces troubles fonctionnels, traduisent finalement l'immaturité du petit enfant à répondre à une vie normale au départ. Il faut un temps d'adaptation, ce qui a fait dire à certains que la durée de la grossesse chez l'homme est peut-être trop courte et qu'il fallait l'augmenter. Ça poserait quand même des problèmes sur le plan anatomique, parce que je ne sais pas comment il passerait. L'enfant, au bout de 10-12 mois de grossesse, aurait des difficultés à passer. C'est un équilibre. Donc, ce sont des symptômes digestifs chroniques qui traduisent un dysfonctionnement du tube digestif sans anomalie organique. Ils sont marqués, il y a des troubles du transit. Vous allez voir qu'on étudiera uniquement un, c'est la constipation, des douleurs abdominales, mais surtout, souvent, une dimension psychologique qui est une source d'anxiété parentale. Vous voyez la classification des troubles fonctionnels digestifs de l'enfant selon Rome 4. Vous avez les régurgitations chez le nourrisson, le syndrome de rumination, le syndrome de vomissement cyclique, les coliques infantiles, diarrhée fonctionnelle, les dyskésies chez le nourrisson et la constipation fonctionnelle. Nous verrons les régurgitations, les coliques et la constipation fonctionnelle parce que probablement c'est les plus fréquentes. Les régurgitations, tout d'abord, elles sont fréquentes. Entre 3 semaines et 12 mois, elles se traduisent par une expulsion facile d'une partie du contenu gastrique, plusieurs fois par jour. Se répètent, elles peuvent devenir abondantes, et c'est-à-dire devenir inquiétantes. Mais l'appétit est toujours conservé et nous avons une courbe de croissance qui est tout à fait normale. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne surviennent jamais pendant le sommeil. C'est important. Évidemment, comme je vous l'ai dit en introduction, elles traduisent finalement une immaturité de ce système qui permet d'éviter que le contenu gastrique remonte. Ce système, qui est un système anatomique et fonctionnel, n'est pas encore mûr et il laisse passer des choses. C'est pour ça qu'en fait, avec le temps, ça va se régler, en général entre 6 et 12 mois. Mais il faut savoir que des fois, la différence avec un reflux gastro-œsophagien n'est pas facile à faire, parce que c'est déjà un peu un reflux, mais qui est, j'allais dire, physiologique. Il y a évidemment des causes qu'on peut invoquer, c'est les tétées trop rapides ou trop longues, chez un nourrisson qui est glouton, une tétine qui est mal adaptée, en particulier le trou, qui peut être trop fermé. Il y a l'éructation, évidemment, qui est insuffisante ou non respectée. On peut parfois donner un peu trop. Et, bon, j'ai mis l'atmosphère tabagique. Je pense qu'il faut lui donner l'importance que ça a. Je ne pense pas que ça joue un rôle très important. La prise en charge, vous voyez que là, on va rentrer dans une relation entre le médecin et la mère. Il faut rassurer les parents. J'ai dit avec empathie, c'est-à-dire, il faudrait que la maman sente que vous l'avez écoutée et surtout entendue. Parce que le seul traitement est hygiéno-diététique. Nous allons essayer de maintenir le bol alimentaire dans l'estomac, vous allez voir avec quoi, favoriser la vidange gastrique et maintenir, en tout cas éviter d'utiliser des aliments qui peuvent augmenter la pression du sphincter.
inférieur œsophagien. Comment? Il va falloir, s'il y a une erreur, commencer à la corriger. La façon dont on donne le... Vous voyez, je dis le biberon. Parce qu'hélas, l'allaitement maternel, la prévalence de l'allaitement maternel est en chute libre. Les dernières études montrent que l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois ne dépasse pas 13 à 14% chez nous. Le repas, peut-être on peut multiplier le nombre de repas pour diminuer les quantités à donner à chaque fois. On peut épaissir les repas avec un lait anti-reflux et on peut proposer des positions, en tout cas éviter certaines positions, le coucher en décubitus ventral ou latéral. La persistance, si ça persiste, s'il y a une mauvaise tolérance, c'est-à-dire s'il y a un retentissement sur l'état général de l'enfant, en particulier sur la courbe de croissance, évidemment, il va y avoir peut-être un petit problème et reconsidérer son diagnostic et penser à l'existence d'un reflux gastro-œsophagien un peu plus important et à explorer. Les coliques, je passe aux coliques maintenant, c'est un motif de consultation très fréquent. Il faut savoir qu'elle touche le nouveau-né, mais plutôt à la fin du premier mois. Donc à la fin de son existence, parce qu'il va passer au nourrisson à partir de 30 jours. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des pathologies qui existent surtout jusqu'à l'âge 5-6 mois. C'est ça qui est rassurant. Elles sont embêtantes. Elles vont s'intensifier avec le temps. On dit une acmé vers 8 semaines. Moi, j'ai connu des parents, je peux citer mon maître, le professeur Grango, pour son dernier enfant. Il arrivait pratiquement à 4 pattes au bout de 2-3 mois. Et il voulait arriver tôt, il ne dormait pas la nuit. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 10 semaines, il était à bout. C'est dire que c'est très important quand même, ça peut générer des troubles au niveau du couple. Elles sont indépendantes du terme, du poids de naissance, du type d'alimentation. Elles vont survenir, quand je dis du type d'alimentation, c'est-à-dire qu'elles peuvent survenir chez des enfants qui sont allaités au sein. Donc ce sont des accès de douleur, de pleurs, d'agitation paroxystique, difficiles à gérer, sans cause apparente, avec un examen qui est tout à fait normal. C'est embêtant. Alors vous voyez, c'est là où on va évoquer plusieurs causes. On ne sait pas finalement à quoi c'est dû. On évoque des facteurs psychologiques et comportementaux, des troubles de la motricité intestinale, des facteurs alimentaires. Et vous allez voir qu'en réalité, ce sont probablement les trois à la fois. Il y a toujours autour de ce terrain une atmosphère d'anxiété parentale. On a évoqué aussi parfois des compétences parentales qui sont débordées. Possible. Un surinvestissement, vous voyez à l'inverse, un surinvestissement. Un stress émotionnel pendant et après la grossesse. Attendez, je vais juste dire un mot ici. Stress émotionnel pendant et après la grossesse. Tout à l'heure, en écoutant notre éminente pédopsychiatre, elle m'a rappelé une discussion que j'ai eue un jour avec M. Boris Cyrulnik, qui était en train de faire une étude chez les femmes israéliennes en grossesse, le stress sur les conséquences chez le fœtus de stress, c'est-à-dire une hypercortisolémie qui pouvait engendrer des lésions au niveau du cerveau. Ce que je veux dire ici, c'est que finalement, c'est très important, ce stress, qu'il faut apprendre à gérer, qu'il faut respecter. Les facteurs alimentaires, on a évoqué l'intolérance au lactose. Moi, à mon avis, sans avoir vraiment fait la preuve. On a évoqué également une allergie aux protéines de lait de vache. Rappelez-vous, l'intestin, chez l'homme, chez l'enfant, est aussi, et probablement le plus important, organe immunitaire. Rappelez-vous également que ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelait la flore bactérienne, probablement joue un rôle dans la transmission de l'information entre la lumière intestinale et le système immunitaire qui est contenu dans la muqueuse. Et aujourd'hui, une des hypothèses qu'on formule à son égard, c'est celui
de troubles qui peuvent générer plus tard un certain nombre de pathologies, dont le diabète de type 2. Donc les troubles de la motricité aussi ont été évoqués. Évidemment, la motricité n'est pas celle d'un enfant ou d'un adulte normal. Elle se met en place. Il y a les modifications de la flore bactérienne. Vous savez très bien que l'enfant naît avec pas de flore. Il va être colonisé. La colonisation de l'intestin se fait à la naissance avec les germes du périnée et du vagin de la femme, mais surtout chez nous, où les accouchements sont à l'hôpital, c'est également avec la flore bactérienne qui existe au niveau de l'environnement. Bon, on a invoqué également le taux bas d'acide biliaire intraluminal. Ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas encore prouvé. Vous voyez que finalement, il y a un tas d'hypothèses qui sont évoquées pour expliquer les coliques, mais ce qu'il y a, à mon avis, de sûr, c'est que probablement, il y a une immaturité du système digestif qui va commencer à s'adapter et qui va mettre du temps. Alors, finalement, l'examen, il est normal. Le nourrisson, il va bien. Parfaite santé. Souvent, il a moins de 5 mois. C'est important, ça. Il a une croissance staturopondérale et un développement psychomoteur normaux, mais il y a toujours ces cris et ces pleurs paroxystiques récurrentes plusieurs fois par semaine depuis plus d'une semaine. C'est les critères de Rome. Évidemment, là aussi, je m'excuse, je reviens encore sur cette histoire. La relation du médecin avec les parents, avec la mère en particulier, est très importante. Vous voyez qu'ici aussi, il s'agit de rassurer. On ne peut pas rassurer uniquement avec des paroles si la mère en face ne sent pas qu'elle a été écoutée et entendue. C'est pour ça qu'il faut éviter le langage banalisant. Et dire quand même, essayer de persuader la mère de ce caractère bénin et temporaire. Il faut qu'elle sente que vous êtes à côté d'elle et que vous allez suivre. On peut utiliser des explications, déculpabiliser évidemment, être disponible. Déculpabiliser, c'est aussi accorder à la mère, à la femme qui est mère devant vous, l'importance qu'elle doit avoir. Tout à l'heure, justement en écoutant ma collègue pédopsychiatre, je me suis dit, le statut de la femme, c'est quelque chose aussi dont il faudra bien un jour parler. Utilisation des petits moyens, voilà, c'est ça aussi. Limiter l'absorption d'air des tétines percées. Vous savez qu'il faut qu'elles soient percées pas trop, ni dans un sens ni dans l'autre. La vitesse également est importante. Le massage abdominal, vous voyez qu'on essaie d'utiliser des petits moyens. D'abord, c'est important que la mère sente que vous allez lui proposer quelque chose. Lui dire que c'est rien du tout, moi je pense qu'on ne sera pas convaincant. Actuellement, on peut utiliser des berceaux à vibration. Mais vous voyez, le tout, c'est d'essayer de proposer des moyens qui peuvent, à leur niveau, des petits moyens qui peuvent d'abord probablement apporter un mieux et surtout rassurer. Évidemment, suppression de l'environnement tabagique. Il y a des tisanes, fenouil, verveine, menthe, camomille, qu'on peut proposer. Éviter, je pense, ces attitudes qu'on trouve encore trop souvent, les changements de lait. Changement de lait, si on peut l'éviter, il vaut mieux éviter. Et puis, ce qu'on propose aussi, c'est une approche sensorielle. Portage, le massage, le pot à pot, le bain. Parler, chanter, déambuler, promenade. Vous voyez, ce sont des actions qui sont très importantes et qui peuvent rassurer la mère, parce qu'elles se sont utiles, et qui peuvent avoir des effets également. Ça donne du sens. Ça donne du sens. Et vous savez, c'est probablement un besoin que nous avons. L'homme a besoin de sens. Plus encore que d'amour et de justice, il a besoin de sens. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Ricoeur, il y a maintenant une vingtaine d'années. Alors, il y a aussi ce qu'on utilise, c'est l'éviction. Moi, je pense que c'est vraiment, si on n'arrive pas vraiment, on peut arriver à ça. Éviction du lactose.
On n'a jamais prouvé qu'il y avait une intolérance au lactose. Enfin, on n'a jamais prouvé. Peut-être que ce n'est pas de façon sûre. Éviter le caroube et l'amidon, qui peuvent donner des gaz, qui sont utilisés pour épaissir. Est-ce qu'on va éviter des protéines du lait de vache? Vous savez, dans la description de l'intolérance aux protéines du lait de vache, on peut retrouver effectivement les coliques. Les probiotiques, c'est la mode. Lactobacillus reuteri, c'est le seul qui a été utilisé, qui a montré des résultats probants. J'accélère. Pronostic qu'elles disparaissent vers 4 à 5 mois. La constipation, c'est aussi une pathologie qu'on rencontre très fréquemment. Vous voyez, 3 à 5% des consultations, ce sont des selles trop dures, difficiles à émettre. Moins de 2 selles par jour au lait maternel. Moins de 3 selles par semaine au lait artificiel ou quand l'enfant est diversifié. Sur le plan physiopathologique, c'est soit une propulsion colique qui est insuffisante ou bien qu'il y a un retard à l'évacuation. Donc, sur le plan causal, les causes fonctionnelles sont les plus fréquentes. Ça, c'est très important à savoir. Une constipation chez le nourrisson, c'est surtout des causes fonctionnelles, rarement des causes organiques. Y pensez surtout quand il y a un météorisme abdominal. Alors, l'examen, en fait, va essayer de voir comment l'enfant est nourri. Comment la constipation, qu'est-ce que c'est que cette constipation? Essayez de préciser justement s'il y a un retentissement sur l'état général, s'il y a un météorisme, s'il y a des anomalies. C'est-à-dire que là, vous cherchez des causes organiques. Ou bien des pathologies qui peuvent donner des constipations, comme l'hypothyroïdie par exemple. Au terme de cet examen, très souvent, puisqu'on parle de constipations fonctionnelles qui sont de façon écrasante les plus fréquentes, il n'y a rien, le développement est psychomoteur, la croissance, tout est normal, le régime alimentaire est correct et vous concluez que c'est une constipation fonctionnelle et vous allez prendre en charge ça. Il y a 2 façons de prendre en charge, surtout vous allez utiliser les moyens hygiéno-diététiques, plus rarement des médicaments, on va voir lesquels. Alors, vous voyez que le nourrisson au sein, il faut rassurer les parents, pas abandonner le sein. Voir le régime alimentaire de la maman, s'il n'y a pas des aliments qui peuvent, en passant dans le lait, provoquer cette constipation. Ce qu'il y a, c'est qu'on va conseiller d'augmenter la ration hydrique de l'enfant. Diversifier à 4 mois, éviter certaines manœuvres qu'on utilise, c'est le thermomètre et les suppôts de glycérine. La répétition, effectivement, de l'utilisation de ces peuvent gêner, provoquer des problèmes dans la sensibilité anale, qui est très importante dans la défécation. Nourrissons au lait artificiel ou mixte, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur dans la reconstitution, dans les quantités consommées, augmenter la ration d'eau et conseiller, si utile, un lait riche en lactose et protéines solubles, plus pauvre en caséine. La caséine, effectivement, peut être source de constipation. Enfin, le nourrisson diversifié, limiter les apports protéiques et glucidiques, les graisses, en particulier végétales, réduire les fibres crues, les purées de légumes, les compotes de fruits. Utiliser, pour reconstituer le lait, une eau faiblement minéralisée. Et vous voyez que là encore, on va conseiller un lait pauvre en caséine, plus riche en lactose et en protéines solubles, qui ont une évacuation gastrique qui est plus rapide. Place des médicaments, les laxatifs, c'est de ça dont on va parler. Alors attention aux laxatifs. Les seuls qu'on peut utiliser avant 6 mois, c'est les laxatifs au lactulose. Après 6 mois, il y a soit l'huile de paraffine, soit le polyéthylène glycol. Pas du tout. Attention aux autres laxatifs et prokinétiques, qui n'apporteront pas de solution, qui peuvent plus tard gêner. Je vous remercie.